Nous sommes en 1898. Si l'on ferme les yeux pour imaginer la France de cette fin du 19e siècle, l'image qui surgit est souvent celle d'une place publique. Qu'il s'agisse du vaste parvis d'une métropole ou de la modeste place du marché d'une sous-préfecture, c'est ici que bat le cœur de la société. La place n'est pas seulement un lieu de passage, c'est un théâtre à ciel ouvert où se joue, chaque jour, la comédie humaine de la Troisième République. L'année 1888 marque un moment de stabilité relative. La révolution industrielle a déjà transformé le paysage urbain, mais le rythme de vie conserve une lenteur que nous avons oubliée. Pour comprendre cette époque, il faut d'abord s'imprégner de l'atmosphère sonore. Il n'y a pas de moteur à explosion, pas de klaxon, pas de rugissement de circulation continue. Pourtant, le silence n'existe pas. Le fond sonore est un bourdonnement constant, dominé par le claquement sec des sabots ferrés sur les pavés et le fracas des roues cerclées de fer. C'est un bruit minéral, percutant, rythmé par les cris des marchands et les conversations des passants. L'aube commence à peine à teinter le ciel que la place publique s'éveille. Bien avant que les bourgeois ne sortent de leur lit, l'activité fourmille. C'est l'heure des producteurs. Venus des campagnes environnantes, les maraîchers arrivent avec leurs charrettes lourdement chargées. Ils ont souvent voyagé une partie de la nuit pour franchir les barrières de l'octroi, cette taxe locale sur les marchandises entrant en ville, avant de rejoindre le centre. L'installation se fait avec une précision militaire, héritée d'habitudes séculaires. Chaque vendeur connaît sa place attitrée. On décharge les caisses de bois, on installe les tréteaux, on déploie les toiles grossières pour protéger les denrées. L'odeur de la place au petit matin est saisissante. Elle mêle la fraîcheur de la terre humide, l'arôme âcre du crottin de cheval qui jonche la chaussée, et bientôt l'odeur du pain chaud qui s'échappe des boulangeries ouvrant leurs rideaux de fer. Les premiers clients ne sont pas les promeneurs, mais les professionnels. Les cuisinières des grandes maisons, vêtues de tabliers blancs et portant de grands paniers d'osier, inspectent les étals avec un œil critique. Elles tâtent les volailles, soupèsent les légumes, négocient fermement chaque centime. C'est un rituel d'observation et de toucher, où la qualité du produit prime sur tout emballage, qui est d'ailleurs inexistant. Le sol sur lequel elles marchent mérite qu'on s'y attarde. En 1888, le bitume lisse est rare. La place est pavée de blocs de granit ou de grès, polis par l'usage, disjoints par le temps. Entre les pavés, la boue s'accumule les jours de pluie, transformant la traversée de la place en un exercice périlleux pour les ourlets des robes longues et les bottines cirées. Les trottoirs, lorsqu'ils existent, sont des refuges surélevés, bordés de granit, protégeant les piétons des éclaboussures des attelages. On voit d'ailleurs s'activer les balayeurs municipaux, armés de balais de bouleaux et de pelles, qui tentent de repousser les détritus et le fumier vers les caniveaux, où l'eau commence à couler, lâchée par les vannes des réservoirs municipaux, pour nettoyer la ville. Au fur et à mesure que la matinée avance, la physionomie de la place change. Le marché bat son plein, mais l'espace public commence à accueillir d'autres fonctions. C'est le lieu de l'information. Dans un monde sans radio ni télévision, la place est le média principal. Les murs aveugles des immeubles sont couverts d'affiches peintes ou imprimées, annonçant des pièces de théâtre, des nouveaux produits pharmaceutiques miracles ou des emprunts d'État. Les couleurs sont vives, les typographies audacieuses. Au centre, ou sur les côtés de la place, on trouve souvent un édicule emblématique de cette époque, le kiosque à journaux. C'est une petite structure octogonale, souvent surmontée d'un dôme en zinc qui déborde de papier. La presse écrite vit son âge d'or. Des dizaines de titres quotidiens pendent aux devantures. Les passants s'arrêtent, achètent le Petit Journal ou le Figaro, et souvent commencent à lire immédiatement, debout, au milieu de l'agitation. Les nouvelles du monde, les feuilletons littéraires et les débats politiques de la République sont consommés là, sur le pavé. Non loin du kiosque, une autre structure métallique attire l'attention, la colonne Maurice. Verte, élégante, elle sert de support aux affiches de spectacle tout en abritant parfois, à l'intérieur, les balais et outils des nettoyeurs de rue. Ce mobilier urbain, en fond ouvragé, définit l'esthétique de la ville française de 1888. Il témoigne d'une volonté d'embellir l'utile, d'apporter de l'art dans la rue. L'eau est également une préoccupation centrale. Si les immeubles les plus modernes des grands boulevards commencent à avoir l'eau courante à l'étage,
Ce n'est pas le cas de la majorité des logements. La place publique joue donc un rôle sanitaire vital. On y trouve souvent une fontaine monumentale, ou plus modestement une borne fontaine. Dans les grandes villes, les fontaines Wallace, avec leurs cariatides de fonte verte, offrent de l'eau potable gratuite aux passants. On y voit des ouvriers s'y désaltérer grâce aux gobelets en fer blanc attachés par une chaînette, une pratique qui nous semblerait aujourd'hui peu hygiénique, mais qui est alors la norme. Les porteurs d'eau, bien que leur métier soit en déclin, sont encore visibles, remplissant leurs seaux pour livrer les étages élevés. Midi approche. L'activité du marché décroît pour laisser place à la vie sociale. C'est l'heure où les cafés, qui bordent la place, étendent leur emprise sur le trottoir. La terrasse de café est une institution. Les tables sont petites, rondes, souvent en marbre blanc cerclé de laiton, montées sur des pieds en fonte lourde. Les chaises sont en rotin tressé. S'asseoir à la terrasse, c'est voir et être vu. Les garçons de café, en tablier blanc long et gilet noir, circulent avec une agilité chorégraphique, un plateau en équilibre sur une seule main. Ils servent des apéritifs, du vin ou du café. L'absinthe, avec son rituel lent de l'eau versée goutte à goutte sur le sucre, commence à apparaître sur les tables, bien que son heure de gloire soit plutôt en fin d'après-midi. On observe une ségrégation sociale naturelle mais perméable. Les ouvriers et artisans en blouse bleue occupent les comptoirs à l'intérieur ou les petits cabarets des rues adjacentes, tandis que la bourgeoisie et les cols blancs s'installent en terrasse. Les hommes portent presque tous le chapeau, casquette pour les travailleurs, chapeau melon ou haut de forme pour les notables. Être tête nue dehors est inconcevable. La circulation sur la place à la mi-journée est un spectacle de chaos organisé. Il n'y a ni feu tricolore, ni passage piéton matérialisé, ni agent de circulation à chaque carrefour. Le code de la route est sommaire. La priorité est souvent à l'audace et au volume du véhicule. Les lourds omnibus à impérial, tirés par 2 ou 3 chevaux percherons, fendent la foule comme des navires. Les cochers claquent leurs fouets pour avertir de leur approche. Les piétons traversent où ils peuvent, calculant leur trajectoire entre une calèche légère et une charrette de livraison. C'est une époque où l'attraction animale est reine, ce qui implique une présence physique et odorante de l'animal en ville. Les chevaux sont partout. On les voit attendre, le mufle dans un sac de graines pendant que leur maître livre une commande. On entend leurs sabots glisser sur les pavés humides. On voit la vapeur de leurs flancs en hiver. Cette cohabitation impose une vigilance constante aux passants, qui doivent éviter les ruades ou les mouvements brusques des bêtes effrayées. L'après-midi transforme la place en lieu de promenade. C'est particulièrement vrai le dimanche ou le jeudi, jour de repos des écoliers. Mais même en semaine, le rythme change. Les boutiques qui entourent la place déploient leurs stores bannes rayés pour protéger leurs vitrines du soleil. Ces magasins sont des lieux de tentation. Les vitrines, concept encore relativement nouveau, exposent des marchandises avec soin. Mercerie, mode, épicerie fine. On n'entre plus seulement pour acheter ce dont on a besoin, mais pour découvrir ce que l'on pourrait désirer. Sur la place elle-même, on remarque la présence des enfants. En 1888, l'espace public est leur terrain de jeu. Ils ne sont pas confinés dans des parcs clos. Ils s'approprient les espaces libres autour des statues ou des fontaines. Les garçons, en culottes courtes et chaussettes montantes, jouent aux billes, accroupis dans la poussière, ou font rouler des cerceaux de métal avec un bâton. Les petites filles, souvent vêtues comme des modèles réduits de leur mère, sautent à la corde ou jouent à la marelle. Il y a une liberté de mouvement qui contraste avec la rigidité de l'éducation de l'époque. Un élément central de l'animation de l'après-midi est le kiosque à musique. Présent dans presque toutes les villes de taille respectable, il trône souvent au milieu de la place ou dans un square adjacent. C'est une structure légère, ouverte, gracieuse. Les régiments militaires de la garnison locale ou les fanfares municipales viennent y donner des concerts publics. La musique n'est pas enregistrée. Pour l'entendre, il faut être présent. Lorsque l'orchestre joue des airs d'opérette, des valses ou des marches patriotiques, la foule s'assemble. On loue parfois une chaise pour quelques centimes où l'on reste debout. C'est un moment de communion civique, où l'on écoute la musique tout en saluant ses connaissances. Observons maintenant les tenues des passants qui flânent en cette fin de journée. La mode de 1888 est stricte et codifiée. Pour les femmes, la silhouette est marquée par la tournure, ce faux cul qui donne du volume à l'arrière de la robe
bien que la mode commence doucement à se simplifier. Les robes sont longues, balayant presque le sol, chargées de passementeries, de rubans, de dentelles. Les couleurs sont souvent sombres ou sourdes, bordeaux, vert bouteille, bleu marine, car la poussière de la ville est impitoyable. Les gants sont obligatoires, tout comme l'ombrelle pour préserver le teint pâle. Une femme honnête ne sort pas sans chapeau. Les hommes, eux, portent des vêtements sombres, en laine épaisse, été comme hiver. La redingote ou le veston sont de rigueur. Le col est rigide, souvent détachable pour être lavé séparément. La montre à gousset, glissée dans la poche du gilet et reliée par une chaîne en or ou en argent, est l'accessoire indispensable. Consulter sa montre est un geste d'importance, car le temps, avec l'arrivée des trains et des horaires d'usine, est devenu une denrée précieuse qu'il faut mesurer. La place est aussi le lieu de travail d'une multitude de petits métiers ambulants qui ont aujourd'hui disparu. On croise le rémouleur, poussant sa petite charrette équipée d'une meule actionnée au pied, qui crie pour proposer d'aiguiser couteaux et ciseaux. On voit le vitrier, portant sur son dos un lourd chevalet de bois avec des carreaux de verre, guettant les fenêtres brisées. Il y a les marchands de plaisir, des gaufres fines, les vendeurs de marrons chauds en hiver, ou les marchandes de fleurs qui proposent des petits bouquets de violettes pour quelques sous. Ces travailleurs précaires occupent l'espace, haranguent la foule et font partie intégrante du paysage sonore de la place. Un autre bâtiment domine généralement la place, faisant face à l'église, la mairie ou l'hôtel de ville. En 1888, la République s'affirme par la pierre. Les bâtiments publics sont imposants, arborant fièrement la devise « Liberté, égalité, fraternité au fronton ». Le drapeau tricolore flotte en permanence. La mairie n'est pas qu'un bureau administratif, c'est le symbole de l'autorité civile qui rivalise avec le clocher de l'église. Sur la place, cette dualité est visible. Les sorties de messe et les sorties de conseil municipal rythment la vie locale. Souvent, une statue en bronze trône au centre de la place. Un grand homme local, un général, ou une allégorie de la République, la Marianne. Ces statues servent de point de ralliement, de lieu de rendez-vous pour les amoureux ou les partenaires d'affaires. Alors que le soleil commence à décliner, l'atmosphère de la place change subtilement. La lumière dorée de la fin d'après-midi frappe les façades de pierre calcaire ou de briques. C'est l'heure de la sortie des bureaux et des ateliers. La foule se densifie. Les ouvriers rentrent chez eux, leur besace à l'épaule. Les bourgeois prolongent leur moment au café. C'est à ce moment précis qu'intervient une transformation magique, quotidienne et pourtant fascinante pour l'époque. L'allumage des réverbères. L'électricité commence à peine à faire son apparition dans quelques lieux de prestige à Paris, mais pour l'immense majorité des places françaises en 1888, c'est le gaz qui règne. L'allumeur de réverbères, avec sa longue perche, passe de lampadaire en lampadaire. Il ouvre le robinet de gaz, actionne la flamme, et un halo jaunâtre tremblotant naît dans la lanterne de verre. Ce n'est pas la lumière crue et uniforme de nos éclairages modernes. C'est une lumière vivante qui laisse de vastes zones d'ombre. Les coins de la place restent obscurs, propices aux rendez-vous discrets ou aux mauvaises rencontres. Les vitrines des magasins s'éclairent aussi, projetant des rectangles lumineux sur le trottoir. L'ambiance devient plus intime, plus mystérieuse. Les ombres des passants s'allongent démesurément sur les pavés. Le soir, la place publique ne s'endort pas tout de suite, mais son rythme ralentit. Les derniers marchands ont remballé leurs tréteaux depuis longtemps, laissant derrière eux quelques feuilles de choux écrasées que les chiffonniers viendront récupérer. Les restaurants s'animent. À travers les vitres embuées, on devine la chaleur des intérieurs, les nappes blanches, le tintement des couverts. Ceux qui restent dehors sont ceux qui rentrent du théâtre ou qui flânent encore un peu avant le couvre-feu moral des familles respectables. La sécurité la nuit est assurée par les agents de police, les hirondelles, comme on les surnomme parfois à cause de leur cape et de leur vélo. Bien que le vélo soit plus tardif pour la police, la marche à pied reste la norme. Ils patrouillent par deux, leur présence rassurant les bourgeois et inquiétant les vagabonds. Car la place publique, la nuit, est aussi le refuge de ceux qui n'ont nulle part où aller. Sous les porches, sur les bancs publics, une population invisible tente de trouver le repos. Il est intéressant de noter comment l'architecture elle-même semble se refermer la nuit. Les lourdes portes cochères des immeubles bourgeois sont closes et verrouillées par les concierges.
Les persiennes de bois sont tirées aux fenêtres. La vie privée se retranche à l'intérieur, laissant l'espace public au silence progressif. Pourtant, même au cœur de la nuit, la place conserve une vie latente. Il y a toujours le bruit d'une calèche attardée, ramenant des fêtards. Il y a le pas rythmé d'une patrouille. Il y a le sifflement d'un train au loin qui rappelle que le monde moderne est en marche. Si nous regardions cette place de 1888 avec nos yeux d'aujourd'hui, nous serions frappés par les contrastes. La beauté des façades et l'élégance des vêtements côtoient la saleté des rues et la dureté des conditions de vie. La lenteur des déplacements contraste avec l'intensité des interactions humaines. Il n'y a pas d'écran pour capturer l'attention. Les regards se croisent, s'évitent ou s'affrontent directement. La place publique est le réseau social de l'époque, le lieu indispensable où l'on existe aux yeux des autres. C'est un espace où les classes sociales se frôlent sans vraiment se mélanger, où chaque tenue vestimentaire, chaque attitude corporelle indique le rang et la fonction de chacun. L'ouvrier en casquette ne marche pas de la même façon que le notaire en haut de forme. La lavandière portant son linge n'occupe pas le trottoir avec la même assurance que la dame en promenade. Mais tous partagent ce même théâtre de pierre et de ciel. Alors que la nuit s'installe profondément, vers minuit, la place devient presque déserte. Les becs de gaz bourdonnent doucement. La lune se reflète dans les flaques d'eau laissées par le nettoyage du matin ou une averse passagère. Dans quelques heures, avant même que le soleil ne se lève, les premiers chariots des maraîchers feront à nouveau grincer leurs roues sur ces mêmes pavés et le cycle recommencera, immuable. Ainsi vivaient les places publiques de France en 1888. Elles n'étaient pas de simples espaces de transit, mais des lieux de vie denses, odorants, bruyants et structurés, où se dessinait jour après jour le portrait d'une nation en pleine mutation, ancrée dans ses traditions rurales, mais tournée vers un avenir industriel et urbain. C'était un monde de contact direct, de pierre et de fer, d'ombre et de lumière, dont l'écho résonne encore faiblement dans l'architecture de nos villes actuelles.